Bienvenue dans le débat consacré à l'accord de libération des otages à Gaza en échange de celle de prisonniers palestiniens et d'une trêve. Un accord reporté à demain, vendredi. Le Qatar, Israël et le Hamas ont annoncé que la trêve à Gaza débuterait vendredi, donc demain à 6 h du matin, heure de Paris. Un premier groupe de 13 otages sera libéré à 15 h, toujours heure de Paris. L'accord prévoit la libération de 50 otages à Gaza contre 150 prisonniers palestiniens et une trêve de 4 jours. Israël a dit avoir reçu une première liste et être en contact avec toutes les familles. Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis sont à la manœuvre. La Croix-Rouge et les Nations Unies devraient aussi jouer un rôle. On apprend tout de même que la branche armée du Hamas vient de déclarer au contraire qu'elle appelait à l'escalade dans le conflit avec Israël sur tous les fronts. Je cite, « Dans ce contexte, à Gaza, les combats et les frappes ont continué. Dans la ville de Gaza, le directeur de l'hôpital Al-Shifa a été arrêté par l'armée israélienne. Le Hezbollah a revendiqué au moins une dizaine d'attaques contre les différentes positions israéliennes frontalières, assurant avoir fait des victimes. L'armée israélienne a répliqué avec des tirs d'artillerie sur le sud Liban, selon l'agence officielle libanaise. » Alors on va revenir sur l'accord. Pourquoi a-t-il été reporté? Que contient-il finalement plus précisément? Quelles sont les coulisses des négociations, notamment avec le Qatar et les États-Unis? Et puis quelles conséquences sur le conflit? On en discute avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Renaud Girard. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au Figaro. Bienvenue à vous. On est ravis de vous avoir. Agnès Levallois est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Bienvenue Agnès. Sarah Daniel est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Chef du service étranger à l'Obs, également grand reporter. Vous étiez donc dans la région il n'y a pas très longtemps. Ravi de vous avoir. Avant de démarrer cette discussion, et nous irons bien sûr voir Claire Duhamel, notre correspondante comme chaque soir à Jérusalem, je vous propose d'abord un résumé en images. Ni trêve, ni libération des otages avant ce vendredi. De nouveau rassemblés à Tel Aviv, les proches de celles et ceux qui sont retenus depuis le 7 octobre à Gaza n'ont pas d'autre choix que de prendre leur mal en patience. Nous en sommes déjà à 47 jours de montagne russe en termes d'émotion. La journée d'aujourd'hui n'est pas différente. Nous espérons qu'au moins les enfants rentreront à la maison le plus rapidement possible, car le temps presse. Négocié sous l'égide du Qatar, l'intermédiaire entre les deux camps, l'accord conclu entre Israël et le Hamas prévoit la libération de 50 otages en échange de 150 prisonniers palestiniens. Une trêve de 4 jours renouvelable allant également de pair. La diplomatie qatarienne a donné ce jeudi plus de détails. La trêve commencera ce vendredi 24 novembre à 7 h du matin et durera 4 jours comme convenu. Le premier groupe de civils sera libéré de Gaza à 16 h le même jour. Ils seront au nombre de 13, tous des femmes et des enfants. Et les otages qui sont de la même famille seront regroupés au sein d'un même groupe. Une première liste que le gouvernement israélien indique avoir bien reçue. En tout, ce sont bien 50 personnes qui doivent être libérées entre vendredi et lundi. Information confirmée ce jeudi par le Qatar. Un pas de plus vers le retour au pays des otages que tout Israël attend désormais avec impatience, près de 7 semaines après leur enlèvement. On va tout de suite à Jérusalem retrouver Claire Duhamel, notre correspondante. Claire, quelles sont finalement vos toutes dernières infos ? Bonsoir. Oui, on sait que 13 otages israéliens devraient être libérés demain vers 15 h heure de Paris. Les familles de ces otages ont été notifiées par les autorités israéliennes. Les familles aussi des otages qui devront rester dans la bande de Gaza ont aussi été prévenues. Et puis, les autorités israéliennes demandent à la presse de rester discret, de ne pas révéler les noms des otages en question pour ne pas risquer de mettre en danger ces négociations. On le sait, ce cessez-le-feu, il avait été repoussé de 24 heures, vraisemblablement puisque le Hamas et Israël n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur cette liste. Le Hamas n'avait pas transmis cette liste aux autorités israéliennes via les autorités qataries. Et puis, il se posait aussi la question des conditions de leur remise en liberté, puisque Israël demande notamment l'assistance de la Croix-Rouge. Encore ce soir, le rôle de la Croix-Rouge n'est pas encore extrêmement clair. On sait que lors des libérations de 4 précédents otages, c'était le Croissant Rouge qui avait escorté
ces otages jusqu'à Rafah, la frontière égyptienne, et puis ils avaient ensuite été accueillis par la Croix-Rouge égyptienne. Là, côté Croix-Rouge, on a la confirmation que l'organisation assistera ces libérations depuis le poste frontière de Rafah, depuis l'Égypte, mais la situation, en tout cas à Gaza, n'est pas extrêmement claire. Et puis, l'autre demande israélienne, c'est que la Croix-Rouge puisse rendre visite aux autres otages, ceux qui ne seront pas libérés pendant cette trêve. Et là encore, il n'y a pas de confirmation formelle que cela aura lieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, à partir de 6h heure de Paris, devrait y avoir ce fameux cessez-le-feu. C'est un soulagement, bien sûr, immense pour la population gazaoui. Aujourd'hui, le bilan est passé à plus de 15 000 morts, selon les données du ministère de la Santé, contrôlées par le Hamas. Alors, c'est un répit extrêmement important pour les civils gazaouis. Et puis, pour les familles des otages, c'est aussi des sentiments extrêmement forts et contradictoires qui les touchent, parce qu'on parle de libération d'une cinquantaine d'otages en tout. En 4 jours, il en restera des dizaines d'autres, des centaines d'autres. Et bien, certains considèrent que la vie des autres otages pourrait être encore plus menacée. Je l'ai constaté hier en rencontrant Déborah Cohen, dont le neveu de 12 ans est pris en otage, et le père de ce neveu de 49 ans est aussi pris en otage. Déborah me disait qu'ils avaient de bon espoir pour que le jeune garçon de 12 ans soit libéré durant cette trêve, mais que la situation du père restait bien sûr extrêmement imprévisible, et que vraisemblablement il serait toujours otage dans la bande de Gaza. Et donc elle nous racontait à quel point ces sentiments contradictoires lui brisaient le cœur en ce moment. Merci Claire Duhamel, donc en direct de Jérusalem. Agnès Levallois, donc c'est vrai, on se demande pourquoi d'abord il a été reporté cet accord. Et on va rester prudent ce soir, puisqu'on a vu cette annonce de la branche armée du Hamas qui appelle à l'escalade dans le conflit, alors que cet accord est prévu donc de démarrer cette fois demain. Pourquoi un délai ? Parce qu'il faut d'abord se rendre compte qu'un tel accord est d'une complexité extrême et que c'est vraiment énormément d'éléments qui rentrent en considération en passant par des intermédiaires, on l'a vu, que ce soit le Qatar, que ce soit l'Égypte, les États-Unis. Et donc tout fait l'objet de négociations, de discussions entre les parties ne discutant pas directement. Il faut aussi les délais nécessaires pour pouvoir porter à chaque fois les revendications ou les points qui doivent être précisés par l'une ou l'autre partie pour arriver à véritablement se mettre d'accord sur le moindre détail de ce genre d'opération. Il faut vraiment imaginer qu'on est face à une situation et d'une complexité, je crois qu'on n'arrive pas à mesurer, tant la situation sur le terrain déjà à Gaza est extrêmement dure. Il a fallu déjà que le Hamas arrive à repérer quels sont les otages, donc de proposer des otages à Israël, mais avec déjà dans un premier temps de repérer où sont tous ces otages. Il n'est pas du tout dit que le Hamas sait exactement où se trouve l'ensemble de ces otages. Je le rappelle, ils sont quand même plus de 200, on parle de 240. Et donc après, il a fallu donner la liste à Israël, que Israël soit au courant, éventuellement demande peut-être que d'autres personnes soient sur cette fameuse liste. Donc on imagine que dans ce genre de situation, qu'il y ait 24 heures de décalage, ça paraît absolument évident, et il faut espérer qu'il n'y ait pas d'autres délais supplémentaires face à l'attente évidemment des familles. Renaud Girard, c'était plus la liste des otages qui posait problème ou la logistique sur place, puisqu'effectivement le Hamas ne contrôle pas tous les otages, donc l'idée c'était qu'ils utilisent la trêve pour les réunir, donc ceux qui sont aux mains du djihad islamique et d'autres groupes islamistes. Tout à fait. Agnès Levallois a eu tout à fait raison de souligner ces difficultés. Il y a une autre difficulté, c'est que les négociations ont été faites par les chefs politiques du Hamas au Qatar, notamment le Premier ministre Ismaël Haniyeh, qui est parti avant le 7 octobre, sans être d'ailleurs détecté par le Mossad, qui a quitté donc la bande de Gaza avant le 7 octobre pour aller s'installer au Qatar. Mais il n'a pas de téléphone direct, si vous voulez, avec les chefs militaires qui détiennent les otages sur le terrain à Gaza. Avec toutes les attaques israéliennes, ça ne doit pas être le confort absolu, si vous voulez. Les chefs militaires du Gaza, ils ne sont pas en ce moment dans des conditions d'hôtel 5 étoiles. Et donc, les communications doivent fonctionner très difficilement. Donc, ça rallonge beaucoup les choses. Entre la branche politique au Qatar et la branche militaire qui est sur le terrain et qui doit d'ailleurs s'occuper de cela, enfin des civils qu'ils détiennent, et puis s'occuper ici de combattre, c'est-à-dire de ne pas se faire prendre par Tsahal, par l'armée israélienne. Il faut quand même rappeler que
l'armée israélienne a entrepris une manœuvre d'encerclement, en tout cas de tout le nord de la bande de Gaza, qui est une sorte de nasse de la frontière israélienne jusqu'à cette route, cette nouvelle route, piste qu'a fait l'armée israélienne. Et la stratégie israélienne, jusqu'à présent, a été de ratisser l'ensemble de cette nasse et de détruire les tunnels et de tuer les combattants du Hamas. Donc c'est la concrétisation, en fait. La concrétisation est très difficile, bien sûr. Sarah Daniel. Alors, apparemment, selon une source israélienne, il y avait, les Israéliens avaient déjà donné une liste, fourni une liste, mais ce qui a retardé d'otages, une liste de prisonniers. Une liste de prisonniers palestiniens. On parlait de 300, d'ailleurs, d'une liste de 300 prisonniers palestiniens hier. Ça moi, j'ai plutôt entendu parler 150 contre 50 otages. Mais en revanche, ce qui a retardé les négociations, ça serait que le Hamas n'aurait pas fourni tout de suite sa liste. En tout cas, l'a fourni avec retard. Et ça accrédite ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire qu'il est très difficile de localiser les otages, d'autant plus qu'il y a des dissensions entre les groupes. On ne peut pas savoir s'il y a d'abord un vrai fil entre la branche politique et la branche militaire. Puisque là, on voit que la branche armée appelle à l'escalade, juste après l'annonce de cet accord. Les otages ne sont pas détenus uniquement par le Hamas, puisque vous avez aussi le djihad islamique. Le djihad islamique qui est plutôt en ligne droite, sous l'influence, qui sont des proxys de Téhéran. Donc là, il y a aussi un jeu politique qui se joue entre le Qatar et l'Iran. Le Qatar qui commence à prendre beaucoup d'influence et qui joue lui-même un double jeu, comme le joue l'Iran, mais voilà, et qui commence à la fois, qui incendie, si vous voulez, la rue arabe avec Al Jazeera, mais qui en même temps est le fer de lance des négociations. Donc voilà, toute cette complexité, en fait, a pris corps dans cette négociation. Et pourtant, là, aujourd'hui, donc effectivement, ils disent que c'était reporté, donc même en étant prudent, c'est le Qatar, d'ailleurs, qui l'a annoncé au début. Pardonnez-moi, le Qatar souhaite que ça aille à son terme. Bien sûr, parce que là, le Qatar... Les États-Unis aussi. ...s'est engagé, et les États-Unis se sont engagés également. Donc, il y a une question aussi de crédibilité pour les Américains, bien sûr, mais surtout pour le Qatar, qui s'est quand même placé au centre de ce jeu de la négociation en abritant la branche politique sur son territoire. Et donc, pour le Qatar, il est extrêmement important de montrer qu'il a les moyens, les capacités que cet accord soit concrétisé, parce que s'il n'y arrive pas, ça veut dire que la relation qu'il a avec le Hamas politique n'est pas aussi forte que ce qu'on imagine, et que surtout la branche politique du Hamas n'a pas de lien suffisant avec la branche militaire, lorsque l'on sait qu'il y a eu tout au début, après l'attaque du 7 octobre, où certains ont laissé dire, alors je n'ai pas les moyens de les vérifier, mais est-ce que la branche politique était au courant de l'ensemble de l'opération préparée par la branche militaire? La question est véritablement posée, et elle mérite d'être posée, même d'ailleurs simplement pour des raisons de confidentialité, pour être sûr que l'opération n'échoue pas. On peut imaginer qu'elle a été cloisonnée, et que le Hamas est une organisation qui fonctionne de telle façon que tout est extrêmement cloisonné à l'intérieur. Donc la difficulté aussi pour cet accord, c'est comment passer au-delà de toutes ces structures de sécurité qui ont été mises en œuvre aux yeux du Hamas pour se protéger aussi, parce que s'il y a la moindre information qui sort, leur vie, ceux qui sont à Gaza, leur vie est en danger. Donc évidemment que tout ça ne peut que complexifier la situation et arriver à des reports tels que celui qu'on a vu aujourd'hui. Les États-Unis, en lisant votre confrère Georges Malbruno aujourd'hui dans le Figaro, il a un petit peu raconté les coulisses et à quel point les Américains sont à la manœuvre, Renaud Girard, dans cet accord entre otages, prisonniers palestiniens. Alors il y a évidemment Jake Sullivan, le patron du Conseil de la sécurité nationale. Il y a Brett McGurk, qui est le diplomate qui a été envoyé, qui est un spécialiste de la région. Et tout ça est chapeauté par Anthony Blinken. Et puis donc il y a le Premier ministre qatarien, qui donc est un cousin de l'émir, qui manifestement est lui le personnage clé au Qatar. Alors, je le connais personnellement, on l'appelle Cheikh Mohammed, il parle extrêmement bien anglais, il est extrêmement travailleur, il est très intelligent, et il reprend cette tradition très longue du Qatar d'être un hub diplomatique. Le Qatar, c'est pas un pays très puissant, si vous voulez, il y a peut-être 250 000 citoyens. 300. Et puis, on est à 300. Peut-être 300 000, si vous voulez. Encore. Et puis, il y a 2 millions de travailleurs étrangers. Mais il est très riche.
Et il a décidé de consacrer sa richesse, donc il y a la diplomatie du football, tout le monde a vu la Coupe du Monde, mais aussi à devenir un hub diplomatique. Il avait fait les accords de Doha, vous vous souvenez, sur le Liban, qui joue toujours aujourd'hui, donc les accords du 25 mai 2008 sur le Liban. Il a fait à la demande des Américains. Mais les Américains leur font confiance. Mais complètement, ils ont deux bases. Ils ont non seulement les Américains ont deux bases au Qatar, mais ce qu'on appelle le CENTCOM. Vous savez, l'armée américaine, elle marche en commandement opérationnel, et donc le commandement qui va du rivage méditerranéen du Liban, si vous voulez, à l'Hindu Kush, à l'Afghanistan, s'appelle le CENTCOM. Le centre du CENTCOM, le commandement du CENTCOM, est au Qatar. Donc c'est tout à fait, bien sûr. Et en même temps, vous avez le siège politique du Hamas. Le siège politique du Hamas, qui est un peu divisé, parce que, effectivement, Khaled Meshal, moi je l'avais rencontré d'abord en Syrie et ensuite au Qatar, mais maintenant il est en Turquie et il n'a pas eu le droit. Il a voulu rejoindre Khaled Meshal le Qatar après le 7 octobre, et les Qataris, méfiants et voulant garder de bonnes relations avec les Américains, l'ont renvoyé en Turquie. Donc c'est Haniyeh qui est là-bas, et donc c'est aussi une des raisons d'ailleurs de la longueur du processus, c'est parce que le Qatar, il prend ses décisions collectivement. Et donc il y a tous ces chefs, il y en a un donc qui est en Turquie, l'autre au Qatar, etc. Et puis sans doute qu'ils doivent consulter aussi, j'imagine, les commandants militaires sur le terrain, avec les difficultés de transmission. Et donc tout ça. Mais les Américains sont à la manœuvre. Les Américains, pour les Américains, c'est une affaire très importante. Vous avez que le président lui-même s'est déplacé au début de la guerre. Ils essayent un petit peu, ils ont constaté que les images des bombardements très intenses de la bande de Gaza nuisent beaucoup à la réputation d'Israël, mais surtout de l'Amérique et de l'Occident à travers le Sud global. Et donc ils veulent modérer les Israéliens et aider à une trêve et à des échanges d'otages, et donc à une trêve, eh bien c'est déjà une façon de modérer la guerre sur le terrain, parce que ce que tout le monde espère, sans doute, enfin en tout cas les familles des otages en Israël, c'est que cette trêve se continue et que tous les jours... Ce soit qu'une première étape. Voilà, que tous les jours, le Hamas, voilà, etc. Alors là, ça serait bien de commencer la première étape. Hein, parce que voilà. Alors on verra si demain, si ça commence ou si ça commence pas. Sarah. Non, sur votre question du Qatar, c'est vrai qu'il commence à y avoir aux États-Unis un peu de dissension, notamment certains sénateurs qui appellent à ce qu'on siffle un peu la fin de la récréation pour le Qatar. Et c'est vrai que cette attitude, eux, ils essayent vraiment d'être... les Américains jouent un rôle un peu subtil avec le Qatar. Et en même temps, c'est un classique aussi des négociations, d'avoir des gens à qui on peut s'adresser. Les Américains eux-mêmes avaient le chef de la branche politique de l'IRA, par exemple. Enfin voilà, on abrite toujours, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec les Américains, c'est en fait qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'ils cherchent en fait là de leur position dans ce conflit, parce qu'ils sont à la fois pour soutenir cette trêve, mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer au bout des 5 jours? Qu'est-ce qui va se passer le 5e jour? Est-ce qu'ils pousseraient justement à ce que ça soit reconduit, comme le Qatar a l'air de le laisser Oui, mais en même temps, ils ont dit... Enfin, le président Biden a été très clair en disant qu'il voulait donner à Israël les moyens d'en finir avec le Hamas et de finir cette guerre. Et évidemment, pour qu'il y ait un processus politique possible, ils ont intérêt à affaiblir un maximum le Hamas. Donc ils sont dans une position un petit peu paradoxale. Tout comme Israël d'ailleurs, puisqu'en fait il y a des dissensions d'ailleurs au sein du cabinet de Benjamin Netanyahou exactement sur cette question. Ben oui, mais ce qui est clair, c'est que dans cet accord tel qu'il a été négocié, on voit bien qu'il s'agit demain d'une première étape et que l'idée c'est d'obtenir de toute façon la libération de l'ensemble des otages. Donc si demain 50 otages sont libérés, c'est évidemment un premier point tout à fait intéressant, mais il y aura encore beaucoup d'étapes à respecter. Et on voit bien qu'après, on est aussi sur le fil du rasoir, parce qu'il suffit, on a bien vu aujourd'hui, il y a des bombardements très importants de l'armée israélienne, et donc on peut imaginer que le Hamas se dit, mais alors on est en train de négocier, mais les bombardements n'ont jamais été aussi violents depuis pratiquement le début. Donc ça peut aussi inciter certains du Hamas à se dire, mais pourquoi on va croire cet accord alors qu'il y a ces bombardements? Et à la déclaration, comme si c'était une réponse d'ailleurs du porte-parole
des brigades de Razedine El-Qassem qui dit que le combat va continuer. Donc on voit bien aussi que dans cette situation, le moindre élément, la moindre déclaration peut faire évidemment tout capoter. Quand Netanyahou dit hier que la guerre continuera de plus belle ensuite, évidemment pour les négociateurs du Hamas, c'est de se dire mais alors dans quoi est-on en train de s'embarquer si ça n'est pas qu'une première étape, parce que l'objectif du Hamas c'est d'obtenir aussi des centaines, si ce n'est des milliers, de libérations de prisonniers palestiniens en échange des otages détenus par le Hamas. Et là, on en est à 150. C'est une question éminemment importante, puisque c'est sa crédibilité qui est en jeu aussi pour l'après en termes de représentation des Palestiniens. S'il obtient le plus grand nombre de libérations de prisonniers palestiniens, il sera d'autant plus au centre du jeu dans le jour d'après. Et ils sont déjà d'ailleurs de fait beaucoup au centre du jeu. Puisqu'on a vu qu'il y a un sondage récent qui montre qu'à peu près 75% des Palestiniens soutiennent le Hamas dans cette opération. Alors que les États-Unis ont dit, évidemment, et Israël aussi, que c'est l'autorité palestinienne qui doit être revitalisée dans le cadre d'un après. C'est bien que cette autorité palestinienne aujourd'hui n'a plus aucune légitimité, et en tous les cas elle est complètement mise de côté. Donc là c'est un rêve, ou en tous les cas ça ne correspond pas en tous les cas à la réalité que d'afficher ce genre de propos de la part des Américains. Trêve humanitaire de 4 jours, Renaud Girard, 200 camions d'aide humanitaire et 4 camions de carburant. Voilà ce qu'on a comme information qui serait autorisé à rentrer dans la bande de Gaza chaque jour. Et là, effectivement, peut-être une participation de la Croix-Rouge aussi, plutôt que du Croissant. La Croix-Rouge, enfin, qui est très liée au Croissant Rouge, hein, c'est le Croissant Rouge. La Croix-Rouge est très importante parce qu'elle a toujours visité les prisonniers, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, les camps de prisonniers, etc. Elle ne fait jamais de politique, elle parle très peu aux journalistes, donc ça c'est apprécié par... Elle a toujours joué un rôle, si je comprends bien, aussi dans les libérations d'otages. Toujours. C'est un des interlocuteurs. Depuis plus d'un siècle, depuis un siècle et demi, elle a toujours fait ça. Donc elle est tout à fait crédible. Et puis elle s'est occupée d'ailleurs des derniers otages qui ont été libérés dans cette affaire, tout récemment. Les Israéliens, alors il y a eu des dissensions, vous l'avez dit, dans le gouvernement israélien, mais c'est pas lui qui dirige les affaires aujourd'hui, c'est le cabinet de guerre. Et ces deux ministres extrémistes, là, Smotrich et l'autre, ils sont très à droite. Trois qui n'ont pas voté l'accord, voilà. Il faut le rappeler, au sein du gouvernement. Mais ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont pas associés. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait un gouvernement israélien, il était membre du cabinet, ils avaient le droit de vote, mais ensuite a été constitué un cabinet de guerre. Et c'est ce cabinet de guerre, avec des gens qui votent, Netanyahou, le ministre de la Défense, avec Benny Gantz, qui était invité, avec Lapid, qui était invité, mais qui ne siège pas, donc qui ne peut pas voter, et des militaires, mais qui ont simplement le statut d'observateur. Ils ne votent pas. Et donc, c'est ce cabinet qui dirige la guerre. Hein, c'est un cabinet d'union nationale, c'est pas le gouvernement. C'est pas le gouvernement, même si effectivement il a quand même été consulté sur cet accord. On peut dire que là, il y a eu effectivement un changement incroyable de stratégie de la part des Israéliens, de ce cabinet de guerre, parce que jusqu'au début, c'était on fait la guerre jusqu'au bout pour détruire l'ensemble du Hamas. C'était ce qu'on appelle la procédure Hannibal, c'est-à-dire que les otages viennent vraiment en seconde position, c'est pas du tout une priorité. Si on peut en libérer, on en libère, mais c'est pas une priorité. Et là, les otages redeviennent la priorité. Il est évident. Ils redeviennent la priorité ou est-ce qu'il y a les deux priorités en parallèle ? Il est évident, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il est évident que le Hamas va utiliser ces 4 jours pour se refaire, en tout cas pour militairement. C'est-à-dire que, par exemple, tous ceux qui sont pris dans la nasse du Nord, on a eu des témoignages d'ailleurs à ce sujet, vont essayer de fuir vers le sud, à la faveur, pour ne pas se faire prendre, à la faveur de cette trêve. Et on a même trouvé, par exemple, il y a des soldats israéliens, c'était raconté par les journalistes qui ont été, dont le journaliste du Figaro, je crois, qui a été emmené sur place, où les Israéliens ont trouvé des caches, des armes qui avaient été laissées, donc visiblement des uniformes qui avaient été laissés, visiblement d'un combattant du Hamas, qui disait, bon, je vais profiter de cette trêve pour aller au sud, pour sauver ma peau. Et donc, évidemment que le Hamas va utiliser cette trêve pour se renforcer. Donc là, vous avez un changement stratégique israélien. Pourquoi ? Parce qu'Israël est une démocratie vivante. Il y a eu un impact très fort de ces manifestations de familles d'otages. Des familles qui ont fait vraiment pression sur le gouvernement. De Tel Aviv à Jérusalem. Et que, en démocratie,
un Premier ministre doit évidemment tenir compte de ces opinions-là, d'autant plus qu'il est accusé d'avoir pas protéger ces Israéliens plutôt de gauche, puisque c'était plutôt des Israéliens de gauche qui ont tous été assassinés le 7 octobre. Oui. C'était des kibboutz plutôt à gauche qui étaient dans... Et on lui reproche à ce Netanyahou d'avoir dégarni le front sud, de protéger ces kibboutz de gauche, pour aller protéger des colons un peu extrémistes et illégaux, en tout cas, en Cisjordanie. Sarah Daniel, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Renaud Girard? Bon, il y a la pression américaine aussi, j'imagine. Et puis bon, c'est vrai qu'en Israël, est-ce que c'est clair que le dossier des otages soit vraiment remonté sur la pile? Parce que là, par exemple, il y a un urgent qui dit que le porte-parole de l'armée israélienne affirme que le contrôle du nord de Gaza n'est qu'une première étape avant une longue guerre. Voilà ce que je lis. Donc, la priorité des otages... Il est assez clair qu'après le nord de Gaza, il y aura aussi le sud. L'idée, je pense, c'est quand même d'expurger un maximum les Palestiniens de la bande de Gaza. Ça c'est à peu près clair. Maintenant, évidemment, il y a eu une telle violence, si vous voulez, entre les familles d'otages et le gouvernement, auquel on a assisté les jours précédents, que c'est intenable pour Netanyahou, qui en plus doit faire le tampon avec les Américains, avec la pression politique de ses familles, qui lui veut rester, comme il a toujours fait, au pouvoir le plus longtemps possible. Donc il navigue entre tous ces écueils, mais la position, si vous voulez, de l'extrême droite israélienne et de ses représentants les plus violents n'était pas tenable pour lui politiquement. Maintenant, il y a beaucoup d'écueils. On verra si les négociations aboutissent demain. Il y a aussi, j'ai vu, le Hamas vient d'opposer une fin de non-recevoir aux demandes américaines de faire voir les otages par la Croix-Rouge. Donc ça, c'est un autre écueil. Ça, c'est une demande américaine pour connaître leur état de santé, c'est ça Absolument. Et puis comme on fait parfois pour que la Croix-Rouge, en toute indépendance, entre guillemets, puisse s'assurer en effet de leurs conditions de détention. Mais bon, ça, le Hamas, évidemment, ne va pas... Donc ça veut dire que ces otages seraient libérés, Agnès Sevalois, sans qu'on connaisse leur état de santé, en fait. C'est ça que ça signifie. Enfin, l'état de santé des autres. En fait, l'idée, c'était effectivement une exigence israélienne, c'était que la Croix-Rouge puisse après aller rendre visite à tous les otages qui n'étaient pas encore libérés pour savoir dans quel état de santé ils étaient et s'ils avaient besoin de traitements médicaux particuliers. Et donc, la Croix-Rouge devait être en charge de cette démarche. Et donc, il semblerait que le Hamas n'est pas accepté pour l'instant. Mais là encore, on est dans une négociation qui, en fait, ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on est aussi, vous savez, comme dans toute négociation, on fait monter les enchères le plus possible pour après redescendre et arriver à un accord. Et donc, on voit bien là, avec les bombardements d'aujourd'hui, les déclarations de Netanyahou selon lesquelles la guerre allait reprendre de plus belle après la trêve, c'est ce qu'il a déclaré, ce qui paraît surprenant quand vous êtes en train de négocier, de dire que la guerre va être encore plus terrible ensuite. Après. Donc, le Hamas, de son côté, fait des déclarations selon lesquelles il refuse que la Croix-Rouge viennent rendre visite aux otages qui ne seront pas encore libérés. Enfin, bon. Donc, et puis cette branche armée du Hamas qui dit que la guerre va continuer. Mais là, on est, j'allais dire, pour moi en tous les cas, selon moi, dans un schéma classique de négociation où l'idée, c'est de faire monter le plus possible les enchères pour, au moment où l'accord va se concrétiser, eh bien, obtenir le plus de ce que l'on peut obtenir et surtout en présageant l'avenir, en se disant c'est une première étape, mais je crois que ni les Israéliens ni le Hamas ne souhaitent que cette étape soit la dernière, puisqu'il ne s'agira que d'une 50aine d'otages américains et que de 300 prisonniers palestiniens, alors que pour 150, le Hamas, je rappelle que lors du dernier échange, il y a eu un soldat israélien contre 1000 prisonniers palestiniens. Donc, l'échange dont nous a habitués la négociation entre Israël et le Hamas est loin d'être celle qui est en train de se jouer. Et donc pour le Hamas, c'est une question aussi de crédibilité pour avoir une négociation meilleure que celle, si je puis dire, qui est actuellement négociée. Donc ça veut dire qu'il continue encore à discuter. C'est à la fois classique et en même temps, moi, je suis très surprise de toutes les fuites auxquelles on a assisté. Ça, c'est pas classique. En général, les libérations d'otages, ça arrive, mais c'est rare qu'on divulgue toutes les conditions de ces négociations. Et ça, on n'a pas en revanche le nom des otages, à part on parlait de 3 Américains, mais on ne connaît pas les nationalités. On a le nom des prisonniers.
C'est fou quand même. Oui, alors ça, effectivement, ils ont divulgué il y a beaucoup de choses. une liste. Et puis on a déjà toutes les conditions, alors que l'accord est en train d'être négocié. Comme vous le dites, rien n'est fini. Et donc moi, je trouve ça quand même très, très surprenant. Mais on est de toute façon, depuis le 7 octobre, on est dans un cas... tout a changé. Cette opération est d'une ampleur telle, je pense qu'on ne peut pas effectivement la comparer avec les autres. C'est le mécanisme qui me semble être le même, c'est-à-dire qu'on oui, non, tout à fait. Mais effectivement, l'opération est telle. Et en plus, en temps de guerre, c'est ça la différence. Mais ce que ça montre, je pense, c'est qu'il y a une multiplicité d'acteurs et qui ont intérêt à faire fuiter des choses pour montrer à chaque fois leur voix dissonante, et notamment sur le plan politique entre l'Iran et le Qatar. Entre l'Iran et le Qatar, puis l'Égypte a un rôle aussi, Renaud Girard. Ça serait plutôt sur l'aspect humanitaire, puisqu'évidemment, elle contrôle le poste frontière de Rafah, donc pour qu'il y ait ces camions d'aide humanitaire qui passent, l'Égypte est impliquée. Évidemment, puisque la frontière sud, c'est l'Égypte. Alors cette frontière sud, Gaza est dans un état d'enfermement. Et donc, si vous voulez passer des marchandises ou des personnes à la frontière sud, vous devez avoir une double autorisation, égyptienne et israélienne. Et les services égyptiens et israéliens sont main dans la main, travaillent main dans la main. Mais les Égyptiens ont toujours gardé un contact avec le Hamas. Idéologiquement, ils sont évidemment pas proches du Hamas, parce que le Hamas, c'est une branche des frères musulmans, la branche palestinienne des frères musulmans. Oui, évidemment, Sisi n'aime pas les frères musulmans. Remplacé par la force un gouvernement de frères musulmans. Donc les frères musulmans sont interdits en Égypte aujourd'hui, mais c'est là qu'ils sont nés. Et donc en fait, l'Égypte garde, et Abbas Kamal, le chef des services secrets égyptiens, connaît évidemment bien tous les leaders du Hamas et peut évidemment dans la boucle, et d'autant plus que ces Égyptiens ont de très bonnes relations avec les Américains. Vous comprenez bien que les Américains ne parlent pas directement avec le Hamas. S'ils veulent dire quelque chose au Hamas, ils doivent passer par les Qataris, ou ils peuvent passer aussi par Mais quel est l'intérêt de l'Égypte? Parce que là aussi, c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup d'enjeux pour l'Égypte. Les Égyptiens, la population égyptienne est extrêmement, extrêmement solidaire des Palestiniens, alors que le gouvernement est plus en alliance avec Israël. Mais si vous allez en Égypte aujourd'hui, ils sont tous derrière les Palestiniens, bien sûr. Et donc, c'est quand même... Sisi doit jouer quand même un jeu, doit être extrêmement prudent. Il ne veut pas non plus qu'Israël, il a refusé... le chef des services secrets américain est venu lui demander, de la CIA est venu demander est-ce que vous pouvez administrer Gaza à la fin de cette guerre? Il a dit non merci. Ils ne veulent pas non plus qu'il y ait un exil d'ailleurs de la population. Ils ne veulent pas non plus qu'il y ait tout un exode effectivement de la population vers l'Égypte. En fait, c'est un moment aussi où les cartes sont un peu exposées. Et là, je pense que Sisi, son peuple commence à comprendre le double discours. Et ça devient un peu incroyable qu'en effet, il ne faut pas céder. En fait, Sisi, il n'a surtout aucune envie qu'une population du Hamas ou même de Palestiniens vienne sur son territoire. Et alors, il dit que c'est pour des questions de principe, parce que voilà, il ne faut pas obérer, il ne faut pas procéder à un déplacement de population palestinienne. Mais en fait, c'est juste qu'il ne veut pas des frères musulmans et des gens qui peuvent se cacher dans la population sur son sol. Mais voilà, on décortique beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui commencent à... Même si les populations s'enflamment, il y a quand même beaucoup de choses qui sont explicitées. Et donc, je pense que pour la population, on voit clairement le double jeu du président. Israël s'aperçoit qu'il a fait une grave erreur stratégique en 1967 d'avoir pris Gaza et de l'avoir gardé, alors qu'il y avait un Français qui avait conseillé à Israël de rendre tout de suite Gaza, qui était administré jusque-là par l'Égypte et qui devait entrer dans l'État palestinien prévu par le plan de partage de 1947. Ce Français qui a conseillé aux Israéliens, vous devriez quitter Gaza tout de suite, s'appelle Charles de Gaulle, et il l'a dit dans sa conférence de presse de novembre 67. Malheureusement, pour eux, les Israéliens n'ont pas suivi son conseil. Je crois qu'aussi pour l'Égypte, ce qui est important, c'est que l'Égypte ne peut pas être responsable d'une deuxième Nakba, la deuxième catastrophe. La catastrophe qui est celle qui a vu le départ des Palestiniens en 1948 de Palestine. Et
les Palestiniens qui ont quitté en 1948 ne sont jamais rentrés chez eux. Et donc aujourd'hui, si l'Égypte, effectivement, a cette attitude à l'égard des Palestiniens en ne voulant pas que les Palestiniens viennent en Égypte, parce que s'ils viennent, ils savent très bien qu'ils ne pourront jamais retourner dans la bande de Gaza, et qu'à ce moment-là, l'Égypte sera responsable de cette catastrophe. Et ça, pour l'Égypte, politiquement parlant, c'est absolument impensable d'être responsable de cela. Donc l'idée, c'est vraiment de dire aux Gazaouis, même si on peut comprendre le drame des Gazaouis qui souhaitent sortir, s'ils pouvaient sortir pour quelque temps, et sachant qu'ils allaient retourner chez eux, oui, mais comme on sait, jusque-là en tous les cas, que les Palestiniens qui ont été obligés de partir n'ont jamais pu revenir, il ne veut surtout pas prendre ce risque-là. Oui, mais enfin, avec, moi je pense que ça c'est vraiment un prétexte. Non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas que ce soit un prétexte. C'est que, de manière humanitaire, c'est quand même fou d'empêcher les on voit les Gazaouis de partir. Oui, mais alors, Sarah, on voit bien les conséquences c'est de presque tous un argument hamassien, si vous voulez. Non, ils doivent rester parce que voilà, on doit tenir le territoire. En même temps, on les laisse se faire. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas être complice d'Israël qui veut faire partir la population de Gaza. Il s'agit juste de sauver les populations civiles. Mais non, mais si vous les faites sortir, elles ne reviendront pas. Mais pourquoi ? Parce que jusque-là, Israël n'a jamais autorisé le retour de quiconque est parti du territoire qui a été réfugié. Il y a un moyen de sauver les populations civiles, c'est d'arrêter les bombardements intensifs. Absolument. Ça, c'est un bon moyen. Autant de réfugiés palestiniens. Très bon moyen. On peut le dire à la fois aux Israéliens, bien sûr, et on peut le dire aussi au Hamas. Pourquoi il y a... C'est des conséquences en chaîne, voyez-vous. Alors pourquoi il y a autant de réfugiés palestiniens encore aujourd'hui au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Égypte? Parce qu'ils n'ont jamais pu revenir. Parce que Agnès, je suis d'accord avec vous. Leur rappelez-vous la de rentrer. Rappelez-vous comme le royaume jordanien est déstabilisé par la majorité palestinienne. D'ailleurs, c'est même pas une minorité. C'est vrai qu'en plus, minorité. l'Égypte va donc c'est pour ça que l'Égypte n'en veut pas. Ah, mais bien sûr. Et qu'elle veut pas qu'on lui attribue pas cette responsabilité politique. Des nobles causes. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des divergences entre finalement les dirigeants des pays arabes et justement leurs objectifs réels politiques, et puis les populations qui, elles, finalement, les populations sont toutes, aujourd'hui, elles sont toutes derrière, elles sont toutes acquises partout. Acquise il n'y a pas d'exception. Acquise à la cause palestinienne, là, il n'y a pas d'exception. Et là, ça fait très peur au régime, parce que justement, toutes les manifestations qui avaient eu lieu en 2011 et 2019, qui ont été réprimées, et il y a eu l'autoritarisme qui a fait son retour dans la région de façon claire et nette. Et donc là, aujourd'hui, avec les manifestations, les régimes ne peuvent pas les interdire, parce qu'elles sont effectivement très mobilisatrices. Mais la crainte de ces régimes aussi, c'est qu'à l'occasion de ces manifestations, il y ait aussi autre chose qui s'exprime contre la façon très autoritaire dont ces régimes aujourd'hui gouvernent leur société. Ce double discours des dirigeants. Alors, comme il est 19h48, juste pour revenir sur l'accord, un petit tour de table pour savoir, est-ce que effectivement, lorsqu'on entend une déclaration de la branche militaire du Hamas qui reparle d'escalade le jour où on nous annonce que l'accord va être acquis et appliqué demain, est-ce que ça veut dire qu'il est en danger, cet accord ? Il est en danger parce qu'il est très difficile, vous l'avez dit, vous avez prononcé le bon mot. C'est la concrétisation qui est difficile, pour toutes les raisons qu'on a exposées ce soir. Je ne pense pas qu'il soit en danger par le principe, mais la logistique peut effectivement faire tout échouer. Par ailleurs, et je vais m'arrêter là, Agnès l'a très bien dit, il y a évidemment une surenchère, et notamment une surenchère, parce qu'il y a aussi une guerre médiatique. Il y a une guerre médiatique, il y a Netanyahou, il s'adresse à la gauche israélienne, je vais vous libérer vos otages. Il s'adresse aussi à la droite israélienne, je vais continuer la guerre, vous voyez ce que je veux dire. Et le Hamas, pareillement, a des objectifs médiatiques. Donc effectivement, ça sera très, très intéressant à voir. On ne peut pas du tout exclure d'un capotage de dernière minute de cet échange d'otages. Ça, Daniel, c'est ce que vous disiez, c'est tellement hallucinant qu'en pleine négociation, tout d'un coup, le Hamas appelle à l'extension ou à l'approfondissement du conflit. Mais en même temps, vous avez dit aussi que Netanyahou disait que la guerre allait être encore plus longue. Alors, est-ce que c'est une posture ? On verra, mais je voudrais juste dire un mot. Rappelons
ce que ça doit être pour les familles d'otages en ce moment. Je veux dire, qui attendent, qui savent pas. Enfin, c'est atroce, quoi. Comme pour les familles des prisonniers palestiniens, dont certains sont emprisonnés sous le régime de détention administrative, ça veut dire sans procès, sans charge connue, et qui peut être prolongé de 3 mois en 6 mois indéfiniment. Donc, oui, c'est sûr, sauf que là, les Palestiniens, les Palestiniennes, une question importante aussi à mettre, parce qu'on est vraiment dans une situation humainement parlant qui est dramatique. Sauf que là, les Palestiniennes qui vont être libérées, vous ne pouvez pas les mettre en parallèle avec les otages, parce qu'on a la liste et on a vu que la plupart étaient responsables d'avoir porté des coups c'est quand même des gens qui ont commis des crimes. C'est des femmes qui ont commis des crimes. Non, quand il y a 160 mineurs qui sont aujourd'hui dans les prisons mais les mineurs, israéliennes. Il y a des mineurs, mais elles ont porté des coups de couteau contre les soldats. Certains ont vraiment été mis en prison avec quelques jets de pierre. Donc on ne va pas rentrer, je pense que ce débat, mais c'est important. Donc on ne peut pas les mettre en parallèle. Moi, il y a un truc qui me gêne. Il est évident qu'en Cisjordanie, l'armée à la main un peu lourde contre les Arabes de la Cisjordanie occupés illégalement. Il faut quand même rappeler le droit international, occupés illégalement. Et il faut dire aussi que les colons autorisés par le régime Netanyahou en Cisjordanie ont une license to kill. Ils ont tué à peu près 350 bédouins comme ça depuis le début. Mais quel rapport là avec la situation ? Non. En contexte général, je suis d'accord. On parle des prisonniers. Je dis que les prisonniers. Je suis en train de donner un satisfecit les prisonniers palestiniens. Je dis que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Le problème de ce conflit, mais ces prisonniers, ils viennent de la Cisjordanie. Que les choses sont égales par ailleurs, ça n'est pas le cas. D'accord. Pour terminer, mais ces prisonniers viennent de la Cisjordanie et il faut rappeler la situation en Cisjordanie. C'est une situation d'occupation qui avait été prévue d'ailleurs par le général de Gaulle, d'occupation, donc de résistance, de répression. Il reste 5 minutes. Un mot. Les prisonniers, au moment de l'affaire de Gilad Shalit, le principal prisonnier libéré a causé le pogrom du 7 octobre. Tout à fait. Ça, un mot ils ont été très imprudents et ils n'auraient pas dû le libérer. Quelles conséquences maintenant, si effectivement il y a une application de cet accord, Agnès Levallois? Est-ce que rien ne sera plus comme avant? C'est-à-dire on sera effectivement en train de chercher d'autres accords avec d'autres libérations d'otages et de prisonniers palestiniens. On rentre dans une autre logique? Oui, je pense que si cette première étape a lieu demain, il y en aura d'autres parce que là aussi, la pression va s'accentuer sur le gouvernement israélien pour ne pas abandonner les autres otages parce que la situation des otages est absolument catastrophique avec aucune information. Et donc, bien sûr que ça va être un enjeu extrêmement important pour le gouvernement israélien en raison de la pression des familles, mais aussi le Hamas, aussi pour avoir gardé cette crédibilité qui continue à vouloir obtenir auprès des Palestiniens. Parce que moi, je ne suis pas sûre que l'audience aujourd'hui du Hamas chez les Palestiniens dure indéfiniment quand on voit la violence de la situation dans la bande de Gaza et le coût extrêmement élevé, évidemment, que vit la population civile palestinienne. Donc ça peut se retourner contre le Hamas. Et donc, s'il n'obtient pas de libération suffisante aussi de prisonniers palestiniens, eh bien, sa situation dans le jour d'après risque d'être difficile parce que tout ça pour ça, et ça risque d'être dramatique pour son image et ce qu'il a eu de ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on voit que la solution de l'avenir, s'il y a un jour une administration de ce tas de cendres qui est Gaza, ça ne sera pas le pauvre Mahmoud Abbas qui a 88 ans, on a bien compris que, qui est considéré par les Palestiniens à tort ou à raison comme le Pétain palestinien. Une autorité palestinienne revitalisée, ça ce sont les mots de Biden. Voilà, et ça peut être revitalisé. Ça ne sera bien sûr pas le Hamas après les crimes qu'il a commis le 7 octobre. Donc ça peut être peut-être le Mandela palestinien, Marwan Barghouti, qui s'entendait, après les accords d'Oslo, extrêmement bien, qui connaît l'hébreu et qui s'entendait extrêmement bien avec les C'est pas la première fois que je l'entends sur ce plateau. Marwan Barghouti, Sarah Daniel, tout le monde en parle. Parce que c'est l'homme le plus populaire en ce moment en Cisjordanie, que s'il y avait des élections, on pense qu'il serait élu. Maintenant, est-ce que les Israéliens vont le laisser sortir? Ça, c'est encore une autre chose. Et il est de l'OLP qui reconnaît le droit à l'existence d'Israël. Bien sûr. Je mets un tout petit bémol sur le terme Mandela, parce qu'il a quand même commis pas mal de
Crime. Bon. Oui, Mandela reste. L'ANC avait certainement également commis des crimes. Mais Mandela ne pouvait pas le commettre puisqu'il était en prison, mais l'ANC a commis des crimes. Absolument. Merci beaucoup à tous les trois. Sarah Dagnan, Agnès Levallois, Renaud Girard, merci d'avoir participé à cette émission passionnante. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. Je vous dis à demain.